Cette photo est celle d'un exploit devenu légendaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un drapeau flotte sur un sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna. Il est brandi par un Français de 30 ans, Maurice Herzog. Le récit de cette ascension folle fera le tour du monde. Le mythe aura même son livre officiel, Annapurna Premier 8000, vendu à 15 millions d'exemplaires et traduit dans 40 langues. Des générations entières se promèneront parmi les nuages, bercées par la voix de Maurice Herzog. Ce paysage diaphane n'est pas ma montagne, c'est celle de mes rêves. Les sons s'entendent mal, l'atmosphère est ouatée. Une joie m'étreint. Je ne peux la définir, tout ceci est tellement nouveau et tellement extraordinaire. Une coupure immense me sépare du monde. J'évolue dans un domaine différent, désertique, sans vie, desséché. Un domaine fantastique, où la présence de l'homme n'est pas prévue, ni peut être souhaitée. Nous bravons un interdit. Aujourd'hui, nous consacrons un idéal, rien n'est assez grand. Mais oui, un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur l'Annapurna. Ah, les autres, s'ils savaient, si tous savaient. C'était le 3 juin 1950. Une histoire exemplaire, un incontestable exploit, avec juste ce qu'il faut d'exagération et d'oubli, comme s'il avait fallu ménager les amateurs de légendes en ne laissant entendre à leurs oreilles émerveillées qu'une seule voix. Depuis le début du siècle, la conquête de l'Himalaya est un objectif crucial pour les pays occidentaux. Il ne s'agit pas seulement de sport, mais bien de politique. Le prestige national est au bout du piolet, comme si l'alpinisme était la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Entre 1920 et 1940, plus de 30 expéditions tentent de s'élever sur un sommet qui dépasse les 8000 mètres. Les Britanniques sont de loin les plus entreprenants, avec une vingtaine d'expéditions. Il y a aussi les Italiens ou encore les Américains, nouveaux venus à l'alpinisme, et qui risquent 3 ascensions quand les Français n'entendent qu'une seule, en 1936, au Karakoram. Quant au régime nazi, qui n'a pas une seconde d'hésitation sur l'importance de l'enjeu, faire flotter la croix gammée sur l'un des toits du monde, il va concentrer ses forces sur le Nanga Parbat, qu'on finira par appeler la montagne des Allemands. Dans cette première moitié du XXe siècle, aucun des plus hauts sommets n'est conquis, et personne ne connaît exactement le nombre des alpinistes morts sur les versants de l'Himalaya. La France se réveille de la guerre, encore traumatisée par l'occupation et la dictature pétainiste. Victorieuse, elle n'en subit pas moins la pénurie et le rationnement. C'est le moment que choisit un homme, Lucien Devy, patron incontesté de l'alpinisme français, pour faire renaître le rêve himalayen. Ce dont il est convaincu est simple. Seul un exploit majeur peut redonner au pays son prestige terni. Les Allemands et les Italiens, momentanément hors jeu, la montagne doit devenir pour la France une cause nationale. Lucien Devy décide de prendre au sérieux la devise écrite sur les écussons du club alpin français. Par la montagne, pour la patrie. Il faut absolument conquérir un sommet de plus de 8000 mètres. C'est lui qui a tout organisé avec les fournisseurs, le gouvernement. Pareil, il fallait bien une subvention. C'est lui qui a choisi l'équipe. Personne n'aurait été étonné qu'il prenne lui-même la direction de l'expédition. Mais Devy est un stratège de l'ombre. Diriger l'expédition n'entre pas dans ses plans. Aussi échafaude-t-il tranquillement, depuis Paris, son projet himalayen, pour trouver ensuite dans un tout autre monde la force de frappe de son expédition. Chamonix. Chamonix est alors la Mecque mondiale de l'alpinisme. C'est là que s'est créée en 1823 une des premières compagnies de guides et la plus prestigieuse de toutes. Ces guides ne ressemblent guère à Lucien Devy. Lui incarne l'alpinisme amateur, qui n'est pratiqué à l'époque que par des bourgeois fortunés et disponibles, alors que les guides sont souvent des fils de paysans, issus de la vallée, et qui ont trouvé dans ce métier l'occasion de gagner plus d'argent qu'à la terre. Les 3 meilleurs d'entre eux ont moins de 30 ans. Ils ne sont pas de la vallée, mais ont fait le choix d'y vivre, et Chamonix les a adoptés. L'écho de leurs exploits est arrivé jusqu'aux dirigeants parisiens. Gaston Rebufat cache sous un aspect nonchalant une volonté de faire qui lui a permis d'être le plus jeune diplômé et guide de l'histoire de l'alpinisme.
Lionel Terray. À la réputation méritée d'être une force de la nature, une locomotive qui ne tombe jamais en panne. Et enfin le plus prodigieux des grimpeurs, Louis Lachenal, qui constitue avec Lionel Terray la plus prestigieuse cordée de l'époque. Face nord des Drus, Grande Jorasses, face nord du Cervin, Eiger, Lachenal, Terray, Rebuffat ont vaincu toutes les grandes parois des Alpes et souvent dans des temps records. Ils ne se sentent investis d'aucune mission rédemptrice et la montagne qu'ils aiment ne constitue pas un champ de bataille. Mais Lucien de Vie a bien choisi. Ce sont les 3 étoiles montantes de l'alpinisme français. Ils savaient qu'en leur proposant la montagne des montagnes, ils accepteraient avec enthousiasme. Sans doute savait-il aussi que les 3 hommes, disciplinés par habitude, ne contesteraient pas son autre choix, pourtant surprenant. Le choix pour diriger une telle aventure d'un amateur issu du même monde que lui. Maurice Herzog. Il est diplômé d'HEC, dirigeant d'entreprise et cadre des institutions alpines. Pour Lucien de Vie, il représente en plus jeune un parfait alter ego. Ce que De Vie ne veut pas répéter, c'est l'erreur du Karakoram, en 1936, quand le chef de l'expédition de l'époque, Henri de Ségogne, avait dirigé les opérations en se tenant à l'arrière des cordées d'assaut. Cette fois, il veut un chef, un patron capable de participer à l'ascension. En fait, il se méfie des guides, de ces professionnels dont il se dit que la prudence leur interdira cet engagement total qu'exige la victoire. À l'expérience, au talent, voire au génie d'un Lachenal, il préfère sans hésiter l'enthousiasme et la détermination d'un Herzog. En Maurice Herzog, Lucien de Vie a trouvé l'artisan de son grand dessein, un homme ambitieux aussi dont l'envie de réussir ira bien au-delà du raisonnable et l'amènera du même coup jusqu'au sommet. Pour compléter l'équipe, De Vie continue de penser en tacticien. Contre toute attente, il choisit non pas 2 montagnards, mais 2 intellectuels, issus du même monde que Maurice Herzog. Jean Cousy et Marcel Schatz, convaincus de la nécessité d'équilibrer ses cordées entre amateurs et professionnels. Il leur adjoint un médecin, Jacques Oudot, un cinéaste, Marcel Ishak, qui tournera le film de l'expédition, et un diplomate, alors en poste à New Delhi, Francis de Noyelles, qui s'occupera de la logistique. L'expédition s'envole d'Orly le 30 mars 1950. Son objectif sonne comme un ordre de mission. Coûte que coûte, faire un 8000. Et rapporter à la France qui doute d'elle-même la preuve qu'elle peut de nouveau étonner le monde. À chacun des membres, Lucien de Vie fait solennellement prêter serment d'obéissance au chef. Il sort un moment de l'ombre pour saluer ceux qui emportent tous ses espoirs. Sept jours après le départ de Paris, la voie ferrée se termine à la frontière du Népal. C'est là que ces 8 derniers membres attendent l'expédition. 8 Sherpas, du nom de ce peuple de montagnards népalais, habitués au climat himalayen et aux plus hautes altitudes, et dont le savoir-faire s'est depuis longtemps révélé indispensable dans les expéditions en haute montagne. En 1950, c'est de Noyelles qui les a tous recrutés à Darjeeling. Foutarquet était à l'époque âgé de 28 ans. En fait, nous avions l'habitude de travailler avec les Anglais. Mais pour nous, les Anglais n'avaient pas un très bon équipement. Les Français, eux, nous avaient donné à mettre ce qu'eux-mêmes portaient. Ça, c'était très bien. Par rapport aux autres expéditions, celle d'Herzog était très bien organisée. À cette époque, nous étions payés 3 roupies indiennes par jour et avec une roupie, on pouvait s'acheter l'équivalent de 16 poulets.
Après une quinzaine de jours de marche à travers le Népal, l'expédition arrive à Tukucha. Le choix de ce village, comme premier camp de base, est la dernière décision stratégique de Lucien Devy. Pour augmenter les chances de succès, il a en effet fixé non pas un, mais 2 objectifs de plus de 8000 mètres. Le Dhaulagiri et l'Annapurna, 2 sommets voisins qui dominent le village. Choix discutable aux yeux des guides, car les obligeant à courir 2 lièvres à la fois dans un pays où les cartes sont par ailleurs fausses. Lancés dans ces massifs gigantesques, très complexes et totalement inexplorés, nous avons employé plus d'1 mois pour reconnaître les abords du Dhaulagiri et de l'Annapurna. Aucune voie évidente n'avait été découverte, aucune perspective encourageante ne s'offrait à nous. La mousson approchait, dans 3 semaines au plus tard, elle serait sur nous. Fastidieuse, exténuante, cette double exploration préparatoire contraint chacun à s'interroger sur son rôle et celui des autres. Ils ont l'air si à l'aise dans leur égoïsme. Entre nous, nous n'avons pas d'élan, seulement des politesses nécessaires. Quelle hypocrisie. Alors je vis, je me dépense, je donne et je reçois. Mais ici, nous ne sommes pas du même bord. Ici, nous sommes réunis pour faire un 8000. Qu'importe le reste. Herzog avait une position difficile. Il était le chef par une décision du pouvoir et non par une suprématie alpine incontestée. On pouvait même penser au départ qu'il était surtout l'arbitre désigné entre les 3 professionnels de l'équipe. Après 1 mois, l'ascension du Dhaulagiri s'avère impossible. Ce sera donc l'Annapurna ou rien. Il ne nous restait que quelques jours avant la mousson pour équiper et gravir entièrement une paroi glaciaire inconnue. Ceci nous amena à suivre un itinéraire extrêmement dangereux. Je considère encore aujourd'hui que nous avons eu une chance inouïe. C'était dur, c'était très dur. Le haut de la montagne faisait comme un énorme entonnoir. Ça créait un cône de déjection pour les avalanches. Et toutes les 10 minutes, une nouvelle avalanche se déclenchait, nous obligeant à nous abriter. Vers le sommet, ce n'était pas très dangereux, mais au milieu, entre le camp 1 et le camp 3, c'était très dangereux. En Himalaya, les risques physiologiques sont considérables car la raréfaction de l'oxygène peut provoquer sur l'organisme des lésions terribles. Ralentissement de l'activité cérébrale, œdème, gelure consécutif à l'épaississement du sang. Impossible dans ces conditions d'atteindre 8000 mètres sans rebrousser de nombreuses fois sa route pour reprendre des forces. Aussi, les alpinistes se séparent-ils par groupe de 2 et accompagnés de 2 Sherpas, ils partent équiper la montagne de camps successifs entre lesquels ils pourront sans cesse faire la navette. C'est du camp le plus élevé que, le moment venu, ils espèrent atteindre le sommet en une seule journée. C'est la corvée habituelle. Creuser la neige pour faire une plateforme, monter la tente cercueil dit Lachenal, où nous passons de 6 mauvaises nuits, oppressés par l'altitude, assourdis par le vent et le bruit des avalanches. L'organisation était extrêmement rigoureuse, qu'il ne fallait jamais, à la différence d'autres expéditions qui avaient eu des pépins, laisser un camp vide. Donc, tous les 500 mètres d'altitude, le camp devait être occupé. Chaque équipe, chaque groupe de 2, savait que 500 mètres plus bas, il y avait un camp qui serait occupé. On pouvait arriver malade, fatigué, il ne serait pas seul. Il y a une question de méthode qui a sauvé la vie de tout le monde. Le travail s'effectue sans oxygène. Il épuise littéralement les alpinistes et les oblige constamment à redescendre dans les camps inférieurs pour récupérer. Lucien Devy ne s'était pas trompé sur Maurice Herzog. En fait, il nous surprit. Très vite, nous ne fîmes plus de différence entre lui et nous, pour la résistance physique et pour la technique, tant en glace qu'en rocher. Il avait seulement moins d'expérience pour juger a priori les possibilités sur l'ensemble d'un itinéraire. Par ailleurs, il avait un sens très réduit de l'organisation.
Très habilement, il orienta son rôle dans le sens qui lui convenait véritablement, celui d'un extraordinaire animateur. Les cordées se constituent au gré des rotations pour porter les camps toujours plus haut. Le 30 mai, Terray et Rebuffa montent installer le camp numéro 4. Du camp numéro 2, Maurice Herzog observe leur progression à la jumelle. Il leur faut 7 heures pour parcourir les 350 mètres de dénivellation. Le soir venu, Herzog estime qu'il reste encore 1000 mètres à parcourir jusqu'en haut et sans doute 2 nouveaux camps à installer. Pourtant, le lendemain matin, prenant tous ses compagnons de vitesse, il décide de tenter le tout pour le tout, monter jusqu'au sommet sans plus assurer ses arrières. Finir les rotations et terminer les navettes entre les camps. Le pari de Lucien Deville doit être tenu, au dépens même de la solidarité des cordées. Herzog regarde Lachenal fixement et lui propose de venir avec lui. Lachenal n'hésite pas, se lève et le suit, comme s'il reconnaissait dans cette audace déraisonnable et sa propre passion et sa propre folie. Leur cordée est scellée, les 2 hommes partent dans la neige. Un peu plus tard, en chemin, ils croisent Terray et Rebuffa, qui descendent se reposer. Nous montons, dis-je, sans hésitation. Quand nous redescendrons, c'est que le sommet aura été atteint. Et je sens que Lachenal est aussi résolu que moi. Les 2 autres nous souhaitent bonne chance, mais dans leur regard, je lis un doute. Je sais qu'il faut tout essayer jusqu'à la limite des possibilités. Mais je commence à être sceptique sur la réussite. La montagne n'était pas encore assez équipée et en moi-même, je pense qu'Herzog et Lachenal se bercent de douces illusions. Terray a du bon sens, mais il sous-estime Herzog, ou plutôt sa détermination à vaincre la cime à n'importe quel prix. Au matin du 2 juin, 2 Sherpas, Sarki et Angtarke, sont à leur tour entraînés dans le projet insensé que leur soumet Herzog. Installer le camp numéro 5 à 7500 mètres, puis tenter directement le sommet dès le lendemain. Les risques sont tels que les Sherpas préfèrent redescendre au camp numéro 4. Herzog et Lachenal se retrouvent définitivement seuls. Et de ce qui se passe ensuite, au-delà du camp numéro 5, il ne nous reste que la parole des 2 alpinistes qui, pour avoir été ensemble jusqu'au bout, n'ont pas pour autant le sentiment d'avoir accompli la même ascension. 3 juin. Les premières lueurs de l'aube nous trouvent cramponnés au mât du camp 5. Nous avons déjà bien du mal à sortir des sacs de couchage et à en retirer nos chaussures. Elles sont complètement durcies par le gel. À 6 heures, nous nous mettons en route, heureux de laisser derrière nous ce cauchemar. Il fait très beau, mais aussi très froid. Chacun de nous vit dans un monde intérieur fermé. Je me méfie de ma pensée dont l'activité est très ralentie. Je me rends parfaitement compte de l'état déficient de mon intellect. La marche est épuisante. Chaque pas est une victoire de la volonté. Lachenal se plaint de plus en plus de ses pieds. On risque de se geler les pieds. Crois-tu que cela vaille la peine? Si je retourne, qu'est-ce que tu fais? Je continuerai seul. J'irai seul. Mon camarade avait besoin que cette volonté s'affirmât. Il n'est pas le moins du monde découragé. La prudence seule, la présence du risque lui ont dicté ses paroles. Sans hésiter, il choisit. Alors je te suis. Je vais enfin dire ce que je pense de la conquête même du sommet. Que mes souvenirs diffèrent parfois de ceux de Maurice Herzog, c'est normal quand on pense à l'état de tension dans lequel nous avons tenté le sommet et à la véritable débandade qui suivit immédiatement la réussite. J'ai depuis refusé des propositions d'éditeurs qui voulaient obtenir de moi un livre de revendications. Ce n'est pas pour adopter ce ton ici. Il y a divergence, c'est tout. Herzog était illuminé. Marchant vers le sommet, il avait l'impression de remplir une mission et je veux bien croire qu'il pensait à Sainte Thérèse d'Avila. Mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. J'ai pris de l'avance d'ailleurs, j'ai escaladé le dernier couloir et puis je suis arrivé au sommet. Et puis Lachenal est arrivé peu après, il s'est posé sur une pierre, une petite pierre juste en contrebas du sommet, et c'est de là que les fameuses photos ont été prises.
Herzog se retrouve exactement là où il avait voulu être. Il se sent envahi par une immense béatitude. Mais à une hauteur aussi considérable, l'hypoxie fait des ravages. La quantité d'oxygène que le sang distribue au tissu diminue dans des proportions telles qu'on se retrouve parfois avec les facultés mentales d'un enfant. Mais son corps ne l'intéresse pas. Un lien mystique l'unit maintenant à la montagne. Son inconscient ne s'y est pas trompé qui lui fera perdre ses gants et pas les drapeaux. Lachenal, lui, prend la mesure du danger et ne se laisse pas griser par l'aventure. « Tu n'es pas fou, me dit Lachenal. On n'a pas le temps à perdre. Faut redescendre tout de suite. » Lachenal tape des pieds. Il sent que ça gèle, moi aussi. Mais je n'y fais guère attention. Le plus haut sommet qui ait été conquis, il est sous nos pieds. Les 4 photos prises au sommet racontent tout, non seulement sur l'état physique et mental des 2 alpinistes, mais aussi sur leur position subjective. Lachenal cadre 3 fois Herzog et 3 fois la mise au point est bonne. L'unique photo que prend Herzog de son compagnon est floue. Lachenal, loin d'organiser son triomphe pour la postérité, est blotti contre un rocher pour ne pas perdre trop de calories. Herzog est debout, sans gants, offert au vent. Pour moi, ça avait une signification gigantesque. Je sentais que ma vie allait basculer. Jusque-là, je l'ai dit dans le bouquin, je vivais. Et à partir de là, j'existais. C'est un peu différent. Je me faisais un nom. Tout ça était trouble, inconscient. Mais je le sentais. Je sentais qu'il allait y avoir quelque chose d'extraordinaire qui allait changer complètement ma vie. Mais entre-temps, Lachenal n'en pouvait plus, il est parti. Pour moi, c'était une attitude banale, pour ne pas dire un peu médiocre. Je savais que mes pieds gelaient, que le sommet allait me l'écouter. Pour moi, cette course, c'était une course comme les autres, plus haute que dans les Alpes, mais sans rien de plus. Si je devais y laisser mes pieds, l'Annapurna, je m'en moquais. Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. Lachenal écrira ses mots définitifs. Cette marche au sommet n'était pas une affaire de prestige national. C'était une affaire de cordée. Telle fut leur divergence. Herzog s'est envolé vers le sommet. Lachenal y est monté pas à pas et en pensant qui plus est à la descente. Une fois là-haut, presque tout restait à faire, pour survivre en tout cas. Heureusement, la veille, Gaston Rebuffat et Lionel Terray, ne les voyant pas redescendre, avaient compris que la victoire se jouait sans eux. Ils décident de quitter le camp numéro 2 et de tenter à leur tour le sommet. À toute allure et en une seule journée, ils parcourent 800 mètres de dénivellation et parviennent le 2 au soir au camp numéro 4 où ils passent la nuit. Le 3, ils montent en direction du camp numéro 5 qu'ils atteignent en début d'après-midi, accueillis par la tempête. Le camp est vide. Lachenal et Herzog ont tenté le sommet. Mais vont-ils jamais redescendre? Le temps passe et l'inquiétude s'installe. Enfin, ils arrivent. Lorsqu'ils découvrent l'état de leurs compagnons qui reviennent avec la victoire, Terray et Rebuffat comprennent que le sommet leur sera refusé. Eux aussi vont devoir tenter l'impossible, mais vers le bas cette fois, pour amener vivant un Lachenal abattu et un Herzog presque halluciné. Mes doigts violets et blancs sont durs, comme du bois. Mes camarades les regardent, désespérés. Ils se rendent compte de la gravité de l'accident. Je baigne dans une euphorie inconsciente. Lionel me pose mes chaussures et commence avec beaucoup de patience à me frictionner les pieds. Il me fait des boissons chaudes. Toute la nuit, le réchaud marchera et toutes les 3 heures, un massage aux pieds. Je lui dois certainement beaucoup pour tout ce dévouement qui se traduira plus tard par quelques millimètres de pied en plus. Toute la journée du lendemain, Terray et Rebuffat luttent pour descendre les 2 blessés jusqu'au camp inférieur. Ils font la trace dans le mauvais temps et se perdent dans le dédale des séracs, ratant de quelques dizaines de mètres seulement le camp numéro 4. Tous sont obligés de passer une nuit dramatique dans une crevasse. Au matin du 5 juin, il semble bien qu'il n'y ait plus d'espoir. Je suis absolument à la dernière extrémité. Terray est près de moi. Je lui souffle. Lionel, je vais mourir. Rebuffat et Terray sont complètement aveugles. Lachenal a les pieds gelés et cela ne va pas sans altérer son équilibre nerveux. Il veut dévaler ce glacier droit en bas.
Miraculeuse apparition. À 200 mètres à peine, Marcel Schatz file lentement comme un bateau à la surface de la poudreuse. Mais non, tout n'est pas perdu. Le premier qui s'avance vers nous, au sommet du cône d'avalanche, est Maurice Herzog. Il marche très droit, comme un automate. Son visage est ravagé par la fatigue. On devine que sans sa volonté de faire, il serait couché depuis longtemps dans la neige, renonçant à lutter. Ses premiers mots sont pour nous dire: on vous rapporte une belle victoire, nous avons fait l'Annapurna, Lachenal et moi, avant-hier, mais j'ai les pieds et les mains gelés. C'est au tour de Lionel Terret, soutenu par Antarké. Celui que les Sherpas ont surnommé le Strong Sahib, le dur, doit être conduit comme un enfant. Luttant dans la tourmente pour ramener ses camarades, il a eu les yeux brûlés par la réverbération de la neige. On le mène jusqu'à sa tente. « Où est-elle, ma tante ?» dit-il. Et il tend les bras, cherchant l'entrée. Elle est à quelques centimètres de son visage et il ne la voit pas. Puis vient Lachenal. Un bandeau couvre ses yeux douloureux. Lui aussi a les pieds gelés. 2 Sherpas le soutiennent. Ce que nous disions entre nous, c'est que les Occidentaux étaient fous de vouloir monter. Là-haut, il n'y avait rien à trouver. Ni or, ni diamants, ni perles. En y allant, on risquait sa vie. Alors on ne comprenait pas pourquoi ils voulaient grimper. Chez Maurice Herzog, 20 doigts sont morts, 10 orteils chez Lachenal. Terret et Rebuffa souffrent d'ophtalmie solaire. Cousy et Schatz sont anéantis par l'altitude. Des alpinistes, seuls les Sherpas restent valides, et c'est à eux qu'incombe la tâche de descendre les blessés depuis le camp numéro 2. On a vraiment failli mourir. Herzog était grand et costaud, et en le portant 10 à 15 minutes, on avait le sang qui montait dans la bouche. Mais on l'a transporté comme ça à tour de rôle, jusqu'en bas. Qui aurait pu imaginer que la descente qui commence sous la mousson serait aussi lente et douloureuse? La traversée du pont sur la Kali se fait également sur le dos d'un Sherpa. C'est certainement pour moi le moment le plus pénible de mon évacuation. Le pont n'est pas assez large et mes pieds touchent les chaînes de chaque côté. On me dépose pleurant sur le bord du sentier. On me laisse littéralement tomber pour aller chercher le chef. Les membres sont devenus, sauf Udo, d'un égoïsme forcené. Ils ne pensent qu'à manger et à ne rien faire. J'en ai marre. Il est temps qu'on rentre, car chacun est nerveux. Les anciens mondes se reforment et tous découvrent que les blessures provoquées par la victoire ne sont pas seulement physiques. Il faut toujours demander quelque chose plusieurs fois et attendre très longtemps avant de l'obtenir. Tout le monde, bien entendu, par une attirance naturelle pour le chef, s'affaire autour de Momo, qui d'ailleurs, à mon sens, sait en profiter. À la difficulté du chemin
s'ajoute la chaleur humide qui accompagne la mousson. Elle augmente les risques de gangrène. Le docteur Jacques Oudot lutte pour l'enrayer. C'était son expression, il opérait à la demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les doigts de pied comme des mains commençaient à être nécrosés, il enlevait avec ses instruments les parties nécrosées. Si bien que peu à peu, il ne restait plus grand-chose. Alors, donc ça se faisait matin et soir, sur le long du chemin. Oudot s'empare de ses ciseaux et de ses pinces. 2 de mes orteils tombent au pied droit. Oudot est très énervé. C'est alors qu'il est en train de me couper un doigt de pied dans la viande toute vivante et que je retire mon pied qu'il me demande d'être complaisant. Je me rappellerai toujours. Je souffre. C'est quelque chose d'horrible. Le rêve que nous avions vécu se dissipe peu à peu. Dans un affreux mélange de douleur et de joie, d'héroïsme et de bassesse, de soleil et de boue, de grandeur et de mesquinerie, nous sommes lentement redescendus sur terre. Après 4 semaines d'un périple épuisant, l'expédition atteint enfin la gare de Natanois. Malgré son extrême faiblesse, Maurice Herzog décide de se rendre à Katmandou et d'assumer la visite prévue de longue date au Maharaja pour lui remettre un présent offert par le président de la République. Il se sépare d'une partie de l'expédition, et notamment de ses 3 guides, qui ne souhaitent pas l'accompagner dans ce qu'il considère comme des mondanités inutiles. Herzog part avec Oudot, Noyel et Ishak. Et nous avons eu droit au dernier grand durbar de l'histoire du Népal. Un grand durbar, c'est comme un défilé du 14 juillet, à peu près la même chose. C'est-à-dire que toutes les unités militaires, à cheval, à pied, etc., défilent devant vous avec leurs drapeaux, leurs fanfares. Et c'était assez extraordinaire. Et le Maharaja m'a présenté donc les troupes Gourkha, qui étaient l'essentiel de l'armée népalaise. Il était très fier d'ailleurs de me les présenter. Le Maharaja décore Herzog pour sa bravoure de la valeureuse main droite Gourkha. De tous les alpinistes membres des cordées d'assaut de l'Annapurna, il sera le seul à recevoir les honneurs du Népal. Ses compagnons qui l'attendent à New Delhi pour reprendre l'avion s'impatientent. Après 3 mois d'expédition, ils sont pressés de rentrer chez eux. Sans doute ne veulent-ils pas se dire comme Herzog que leur vie a basculé. Sans doute aussi n'ont-ils pas mesuré l'importance de l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. Nous nous disions, avec le docteur Oudot, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter d'intéressant? Ishak veut faire des conférences à la salle Pleyel sur le modèle de Paul-Émile Victor, mais nous n'avons rien à raconter. Bon, on a fait le sommet, bon, puis après, ils sont blessés, il n'y a rien de passionnant dans tout ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter au public français? Le public, lui, ne se pose pas toutes ces questions. On lui a annoncé des héros, il les attend. Le premier hommage est celui du gouvernement, représenté par André Maurice, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Vous avez réalisé un exploit dans des conditions telles que nous en sommes infiniment fiers. On peut dire que vous avez réalisé cet exploit à la française. Vous avez apporté à notre pays un peu plus de gloire encore. Vous nous avez, une fois de plus, vous et vos compagnons, par votre exploit, montré que nous avions raison de faire fond sur la valeur du français. Et au nom du gouvernement tout entier, je tiens à vous dire nos très vifs remerciements. Tous les participants à l'expédition vont recevoir sous quelques jours la médaille d'or de l'éducation physique et des sports. Quant à vous, messieurs, j'ai à vous décerner une plus haute distinction encore. Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Est-ce que la France avait besoin de héros à cette époque-là, parce que la guerre n'était pas loin derrière? Est-ce que ça manquait de succès ici ou là? Je ne sais pas, mais c'est un fait que nous avons été très surpris du bruit fait autour de l'expédition. On nous a pris pour des héros. Nous étions tout sauf ça, nous étions des grimpeurs et des explorateurs ravis d'avoir découvert un pays nouveau. À l'Élysée, M. Vincent Auriol, de son côté, a reçu les membres de l'expédition française de l'Himalaya. Conduits par les 2 héros de l'Annapurna, Herzog et Lachenal. Lucien Devy est satisfait. La première partie de son plan a parfaitement fonctionné. Reste maintenant à en assurer la seconde, tout aussi importante, et pour laquelle il a pris quelques précautions. Avant leur départ, il a en effet prévu de contrôler le récit de tous les membres de l'expédition
et leur a fait signer une lettre par laquelle ils s'engagent à céder l'ensemble de leurs droits artistiques et littéraires à la Fédération française de la montagne. Les éditions Artaud avaient, disons, un contrat préalable qui leur garantissait qu'un livre serait écrit, on ne sait pas encore par qui, qu'un livre serait écrit et que pendant un certain nombre d'années, je crois que c'est 5 ans, ils avaient l'exclusivité de ce texte. Et qu'il n'était pas admis, de notre côté, d'écrire un autre livre, ni aux membres de l'expédition, ni au comité de l'Himalaya lui-même. C'est ainsi que nous avons tous signé des contrats pour abandonner les droits de ces livres et nous interdire d'en publier un sans autorisation. Par ce biais, Lucien de Vie assied l'autorité exclusive de la Fédération française de la montagne sur la communication de l'expédition. Il s'assure que la formidable aventure n'aura qu'une seule voix. Par ailleurs, il a passé un contrat d'exclusivité avec Le Figaro et Paris Match qui lui garantit que cette première mondiale aura tout l'impact qu'elle mérite. Très vite, l'engouement du public dépasse et de loin toutes ses espérances. Paris Match, qui sort le 19 août 1950, consacre 23 pages à l'ascension de l'Annapurna. L'hebdomadaire triple son tirage. Sans surprise, c'est à Maurice Herzog qu'on demande d'écrire le livre de l'expédition pour les éditions Artaud, et c'est sur son lit d'hôpital qu'il le dicte au cours d'un séjour où il doit subir de nombreuses opérations chirurgicales. L'ouvrage va remporter un phénoménal succès mondial. Traduit dans 50 pays, il s'est vendu à ce jour à 15 millions d'exemplaires. À la Fédération française de la montagne, il rapportera l'équivalent de 40 millions de nos francs, et dans les années qui suivent, c'est grâce à ce trésor de guerre que la Fédération financera de nombreuses expéditions françaises à travers le monde. Le film que Marcel Ichac a tourné sur l'Annapurna parachève la couverture médiatique de l'événement qui atteint la dimension d'un mythe. La première a lieu dans une ambiance de gala. Le tout Paris vient applaudir les héros. En prime, il découvre avec curiosité le chef des Sherpas, Ang Tarkey, dont on a organisé le voyage depuis le Népal pour qu'il participe à la consécration. En 33 représentations, le film attirera plus de 100 000 spectateurs et au fil des mois, les différents protagonistes, multipliant les conférences en province et dans le monde, feront partout salle comble. La presse s'empara de notre Odyssée et lui accorda autant de publicité qu'aux amours des rois et des stars. La nouveauté du sujet, le côté merveilleux de ce drame sanglant achevé dans la gloire, lui permit de dessiner de belles images d'Épinal propres à séduire l'imagination des foules. L'ignorance générale de la géographie fit même croire au plus grand nombre que nous avions vaincu le plus haut sommet du monde, alors que c'était seulement le plus haut sommet du monde jamais escaladé. Et il est hors de doute que notre renommée a été en partie bâtie sur cette confusion. Oubliant délibérément la notion trop abstraite de victoire d'équipe, et afin de cristalliser l'intérêt des lecteurs sur le personnage traditionnellement fabuleux du chef, les journaux élevèrent Herzog au rang de héros national, les autres membres de l'expédition, Lachenal compris, étant relégués dans des rôles de simples comparses. Tous ceux qui avaient participé à l'expédition furent fêtés, mais le rôle exact joué par chacun dans l'ascension comme dans la descente passa en effet aux pertes et profits de la légende. Une montagne, un homme. Le face-à-face était gaulien. Il suffisait à combler l'opinion. En d'autres temps, le général de Gaulle lui-même n'aimait-il pas citer ce qui était devenu le message de l'Annapurna ? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et il est certain que si l'impact auprès de la jeunesse française n'avait pas été aussi immense, jamais le général de Gaulle ne m'aurait demandé de devenir ministre de la Jeunesse et des Sports. Or, c'est ce qu'il a fait. Et il m'a dit, je vous demande, je vous charge même de la mission de réinsuffler un idéal à la jeunesse française.
Maurice Herzog sera secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de 1958 à 1966. À la fin du livre consacré à l'expédition, il avait écrit avec lucidité « L'Annapurna vers laquelle nous serions tous allés sans un sou vaillant est un trésor sur lequel nous vivons désormais. » Et il ajoutait avec optimisme « Mais il y a d'autres Annapurna dans la vie des hommes. » Lionel Terray, dans son propre livre « Les conquérants de l'inutile », paru en 1963, écrivait « Aujourd'hui, je me penche sur le passé et je me pose la question, chacun d'entre nous a-t-il retrouvé d'autres Annapurna ? Gaston Rebuffat reprendra son métier de guide. Il se consacrera à l'écriture de livres et à la réalisation de films dédiés à la montagne. Mais si l'on en croit son biographe, plus jamais il ne voulut repartir jouer aux petits soldats dans des expéditions lointaines. Je n'ai jamais aimé les termes guerriers si souvent appliqués à la montagne. À l'assaut de l'Himalaya, à la conquête d'eux, et encore moins victoire sur l'Annapurna si souvent employée. Je ne me suis jamais considéré comme un vainqueur de l'Annapurna. Accepter d'être qualifié de héros m'a toujours révolté, et d'une manière générale, m'apparaît comme un grave manquement à la déontologie de l'alpinisme. Lionel Terray, lui, continuera à se consacrer entièrement à la montagne. Et la chaîne des Alpes, devenue sous ses pieds trop étroite, c'est vers des massifs plus lointains, en dehors de l'Europe, qu'il se tournera. En 1951, alors qu'il s'envole vers le Fitzroy en Patagonie, Herzog, Lachenal et De Vie viennent lui souhaiter bonne chance à l'aéroport d'Orly. Suivront le Chakraraju, le Chomolonzo, le Makalu, le Janu. Autant d'expéditions qu'il va réaliser en partie avec le soutien financier de cette fédération qu'il avait contribué à enrichir. Mais lui, qui n'était pas un notable des institutions alpines, attendra 1962 pour devenir enfin chef d'une expédition. Sans aucun doute, se souvient-il de l'Annapurna quand il déclare, au retour de la victoire sur le Janu ? En tout cas, moi, ma plus grande satisfaction, c'est vraiment que toute l'équipe ait pu monter au sommet. Et puis aussi Galzen et Wandy. Quant à Louis Lachenal, enfin, il ne connaîtra jamais d'autre Annapurna. Louis n'était plus le virtuose génial que nous avions connu. Cet amoindrissement de ses possibilités l'avait profondément affecté, au point que son caractère en avait été modifié. Lui, à qui un privilège du sort avait épargné la lourdeur et la maladresse naturelle de l'homme, se sentait comme pris sous une chape de plomb. Ainsi, alourdi, l'alpinisme ne lui a pu apporter cette sensation d'avoir trouvé une quatrième dimension, une légèreté céleste, qu'il procure parfois lorsqu'on danse aux frontières de l'impossible. Il était obsédé par l'histoire de ses pieds. Voilà. Il pensait que sa vie était arrêtée parce qu'il avait ses pieds gelés. Mais moi, qu'est-ce que je devrais dire? Alors, non seulement j'ai les pieds plus que lui-même, et les mains. Et je n'ai pas raté ma vie pour autant. Vous comprenez? Il y avait là une sorte d'obsession qui est pénible et qui transparaît dans tous ses écrits. Dans ses mémoires, il parle toujours de ses pieds, ses pieds, ses pieds. Je ne dois pas mes pieds à la jeunesse française, et des choses comme ça. On voyait qu'il était obsédé. Pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange enlevée emportait un peu d'espoir. Ces mots douloureux, Louis Lachenal les lança sur le papier dès la fin du contrat d'exclusivité qui le vouait au silence, en commençant la rédaction d'un texte dans lequel il voulait donner sa version de l'Annapurna. Mais sur ce texte, il n'écrivit jamais le mot fin. Lachenal n'est plus. Dans cette vallée de Chamonix que, en tant que guide et moniteur de l'école de ski, il avait tant parcouru, Louis Lachenal a trouvé la mort au fond d'une crevasse. À Chamonix, où une chapelle ardente a été dressée, Maurice Herzog a commencé la veillée funèbre que devaient continuer ses compagnons de l'Annapurna. C'est donc dans un simple accident de ski que Louis Lachenal est mort en novembre 1955. Découvrant l'existence du livre, Lucien De Vie, la plume à la main, en fit aussitôt une lecture critique, sans doute moins sensible à l'émotion que Maurice Herzog.
Et quand, sur la partie consacrée au sommet, Lachenal écrit « J'estimais que si Maurice continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. » Herzog note dans la marge « Peut-être, après tout, et j'étais injuste. » Pourtant, parce qu'il serait monté seul au sommet quitte à ne plus jamais en descendre, Maurice Herzog n'avait volé à personne sa victoire sur l'Annapurna. Mais Lucien Devy, lui, le savait depuis le début. Il n'y a pas de légende sans récit, et pas de vainqueur sans mise en scène de la victoire.